Bonjour les amis. Il y a quelques jours, je me suis rendue à la banque et j'ai rencontré une dame très jolie, très souriante et qui, du jour au lendemain, s'est retrouvée amputée des deux jambes. Et je lui ai demandé ce qui était arrivé au cours d'une longue discussion que nous avons eue ensemble. Une dame que je ne connaissais pas du tout, mais qui a été tellement gentille et qui a mené cette discussion avec tellement de générosité et qui m'a expliqué qu'en réalité, du jour au lendemain, elle avait appris qu'elle a eu le diabète. Et c'est comme ça que tout est arrivé. Et bien entendu, ça a été un wake-up call, comme on dit. Je me suis dit qu'il fallait sensibiliser, il fallait faire quelque chose. Parce qu'il y a tellement de personnes au Sénégal, en Afrique et même à travers le monde qui ont vu leur vie basculer parce que, tout simplement, elles ont appris que le diabète avait frappé à leur porte et que leur vie allait changer à jamais. Alors, pour éviter cela, nous avons lancé cette initiative dont l'objectif est, au cours d'une série de discussions avec des experts parmi les plus reconnus au Sénégal, faire en sorte de vous parler de ces maladies qui sont en train d'affecter tellement de personnes, des jeunes, des femmes, des personnes peut-être un peu plus âgées, mais personne n'est épargné. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons choisi de parler du diabète. Le diabète, c'est des milliers de personnes qui en meurent chaque année au Sénégal. C'est une maladie qui est très dangereuse, c'est vrai, mais heureusement, il y a des médecins qui sont là, qui peuvent vous aider à détecter ça à temps. Et surtout, ce sont des médecins qui peuvent vous suivre, vous conseiller, vous aider à surmonter la maladie parce qu'on peut vivre avec le diabète. Et c'est l'objectif de cette rencontre. Et sur ce plateau, nous avons la chance de pouvoir compter sur la générosité d'un homme qui a accepté de venir vous parler de ce diagnostic, de cette nouvelle vie, et surtout de vous sensibiliser, de vous aider à comprendre très tôt quels sont les symptômes qui lui ont permis de savoir qu'il avait le diabète. Les symptômes et surtout les changements qui ont dû avoir dans cette nouvelle vie, comme je vous ai dit. Et il vous dira lui-même que l'espoir est permis. Les gens vivent très longtemps avec le diabète. C'est pas une maladie qui condamne, c'est une maladie avec laquelle il faut apprendre à vivre. Donc, Monsieur Oumar Thiam, merci. Merci infiniment d'avoir accepté de faire ce témoignage. Et grâce à votre témoignage, je n'ai aucun doute que beaucoup de nos compatriotes au Sénégal et aussi des personnes qui vont nous suivre à travers cette page Facebook, comme vous le savez, qui est suivie dans plusieurs pays, faire en sorte que grâce à votre témoignage, eh ben, qu'ils puissent comprendre qu'on peut éviter. On peut éviter peut-être de développer ces symptômes. Alors, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, et nous permettre de savoir qui est cette personne généreuse qui a accepté aujourd'hui de parler. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Oumar Thiam. J'habite au Jaslem. J'étais très content de venir ici se présenter comme une simple personne. Tu sais, quand il y a le diabète, on peut dire que tu joues 90 minutes. Si tu as une amputation, tu essaies de jouer une prolongation. Donc, le diabétique, lui, c'est autre chose. Il ne faut pas que les gens voient qu'ils sont diabétiques, ils veulent sortir de la société, il faut le faire, de ne pas aller les voir les médecins, ainsi de suite. C'est pas comme ça. Les gens doivent sortir de leur maison, aller voir le docteur chez lui. Parce que le temps que tu restes à la maison, c'est grave. Et tu dois être examiné, conseillé et prendre en compte les conseils du docteur. C'est très important. Parce que le diabète, c'est une maladie vraiment qui n'attend personne. Donc, celui qui ne t'attend pas, il faut l'attendre en route. Donc, c'est à cause de ça que je te dis que le match, c'est 90 minutes. Essayons de jouer la prolongation.
Vous avez tellement raison de parler ainsi parce qu'au Sénégal, on le sait, il y a beaucoup de maladies qui sont considérées tabous et le diabète en fait partie. Parfois, on vit dans une maison avec une personne qui a le diabète mais qui n'ose pas en parler parce que les gens ont peur qu'on apprenne qu'ils sont diabétiques. Alors que dans des pays plus développés, les gens vivent avec le diabète parce que tout a été aujourd'hui conçu pour leur permettre de vivre avec. Le jour qu'on m'a annoncé que je suis diabétique, c'était autre chose pour moi. J'ai resté pendant 3 mois pour ouvrir ma bouche, dire à ma famille que j'ai le diabète. Parce que je ne savais pas que bon, ça peut m'arriver, mais c'était le destin. J'ai quitté chez moi à Grand Dakar pour aller SOS Médecins qui était juste après l'Assemblée nationale. J'avais rendez-vous à 15 h avec le docteur parce que je devais faire une visite médicale annuelle. Donc, je ne travaillais pas ce jour-là. J'ai marché de chez moi à Grand Dakar jusqu'à SOS Médecins qui était juste après l'Assemblée nationale. Donc, à 14 h, celui qui marche de là et là. J'arrive. Après consultation, et ainsi de suite, le docteur m'annonce que, mais M. Thiam, tu viens d'où? Je dis que aux HLM. Il me dit que tu m'as marché. Je lui dis oui. Il me dit que, mais non, comment tu peux faire pour marcher de là jusqu'ici et tu n'as pas tombé en cours de route? Moi, mais pourquoi je tombe en cours de route? Il me dit que non, mais toi, tu es diabétique. J'ai dit que non. Je n'ai aucun membre de ma famille qui a le diabète. Il me dit que non, tu es diabétique, tu as 1 gramme 80, 2 grammes 80. Il faut que tu te reposes, on te prend le taxi, tu rentres chez toi. Je dis, comme madame, je n'ai pas de diabète. Il me fait faire des analyses et il me donne rendez-vous dans 2 jours. Je reviens, il me le confirme. Je rentre à la maison, dévasté, carrément, dévasté, carrément. J'ai analysé, j'ai dit que bon, je dois vivre. Je dois vivre. J'ai une famille. J'ai des responsabilités. Et tout ça là, ça pèse sur ma tête. Si je me fais aller, on va aller au cimetière. Donc, je suis allé voir Madame Khan à son cabinet. Depuis lors, c'est elle. Le problème des Sénégalais que tu parlais tout à l'heure, ce n'est pas un problème de moyens. Il y a beaucoup de gens qui ont le moyen, mais qui ne se soignent pas. Le problème du Sénégalais aujourd'hui, il ne se soigne pas. Et en tant que diabétique, tu ne dois pas rester au minimum pendant 2 mois, 3 mois sans aller voir ton médecin conseiller. Et c'est très important que vous parliez du fait qu'il n'y avait personne dans votre famille qui avait le diabète. Et je pense que beaucoup de personnes qui ne font pas attention se disent que comme personne ne l'a eu dans ma famille, ça ne risque pas de m'arriver. Donc ça rend votre témoignage encore plus pertinent. Pour en revenir à cette nouvelle que vous avez eu à partager avec votre famille, comment s'est passée l'ambiance quand vous avez parlé à votre famille? Comment ils l'ont accueilli et depuis lors, comment est-ce que vous vivez avec cette maladie? Quand je suis arrivé, j'ai resté pendant 3 mois sans l'annoncer à ma famille. Un jour, ma femme m'a posé la question, en me disant comme toi là, les médicaments que tu prends là, j'ai vu mon oncle prendre ces médicaments-là. Tout le temps, je l'achète ça. Et pourquoi tu prends ça? Est-ce que toi, tu es diabétique? J'ai ri quoi. Après, je lui dis que, mais pourquoi tu me demandes ça? Il me dit que oui, parce que vous prenez le même médicament. Je dis qu'effectivement. Et quoi? Je dis que oui, effectivement. Tu te rappelles le jour que j'étais parti à SOS Médecins? Il me dit oui. Quand je suis rentré, le médecin m'a dit que j'ai le diabète. Il me dit que, mais pourquoi tu n'as pas annoncé ça? Moi, je dis que non. Ce n'était pas que j'avais honte ou quelque chose comme ça, mais je ne pouvais pas
expliquer brusquement comme ça à ma famille, ça peut bouleverser quelqu'un d'autre, les autres vont voir que est-ce que, ainsi de suite. 2 ans après, ma mère est tombée malade et je l'ai ramenée ici. On est allé à l'hôpital. On m'a dit que dans les analyses qu'elle est diabétique. Mais comment? Je me suis rendu compte. J'ai dit comment? Elle vient du village. J'ai dit comment? Oui, c'est possible. Ainsi de suite. Elle a été amputée avant moi. Finalement, elle est décédée. Depuis ce jour, j'ai dit, ce qu'elle a ramené, je sais que c'est Dieu, mais ça ne va pas me ramener comme ça. J'ai beaucoup souffert avec, mais grâce à Dieu et grâce aussi à la clinique médicale, parce que c'est de là-bas que je partais tous les jours. Aller au travail, venir à la clinique, me soigner et partir. Jusqu'à l'amputation. Au Sénégal, les gens, ils ont honte de sortir dans la rue quand on est amputé, ou bien quand on a une maladie que vraiment on vit avec. Mais pourtant, on peut vivre avec. Dans la vie. Tu sais, pourquoi on vit avec? C'est quelqu'un, par exemple, nous deux. Mais on vit ensemble. Mais comment vivre ensemble? On s'associe, on se parle, on se considère. C'est une maladie qu'on doit considérer. Si tu ne le considères pas, il ne te considère pas. Et c'est lui qui va te dominer. Donc tu le prends en compte. C'est de là qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, ce que tu dois faire et que tôt le matin, essaye de te vérifier, de voir d'où tu es avant de manger quoi que ce soit. Merci. Ce que vous dites est très pertinent. Vous dites que c'est une maladie qu'il faut considérer, sinon elle ne vous considère pas. Très pertinent, et c'est sur ce point que nous allons accueillir Dr Awa Mbow Kane, qui a fondé la clinique Medicane et qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Elle va venir nous rejoindre et elle va nous aider à parler, mieux comprendre cette maladie. Alors, Dr Awa, merci infiniment d'avoir accepté de nous rejoindre. C'est pas un secret que de dire que vous êtes une des plus grandes expertes dans ce pays qui traitait le diabète, endocrinologue. Vous avez un parcours qui force le respect et nous avons eu à collaborer avec vous par le passé. Vous avez cette réputation d'être aux côtés de vos malades, de les accompagner et de les aider à guérir. Merci d'être là. Le témoignage de M. Cham est assez bouleversant. Mais la première question, Dr Awa, que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que quelqu'un qui semblait être aussi préoccupé par la maladie, qui a essayé quand même de faire des efforts pour surveiller, se retrouve amputé? Merci Ami, c'est une très bonne question en effet. Je voudrais d'abord vous remercier de l'invitation, vous féliciter pour cette émission. Prenez soin de votre santé et de l'accompagnement que vous faites de façon générale pour les émissions de santé, donc pour le public, pour qu'ils puissent avoir une bonne santé et particulièrement pour les femmes auprès desquelles je sais que Ami Sarfal est très, très engagée. Le diabète, c'est effectivement une maladie au long cours. C'est-à-dire qu'au début, avant qu'on la découvre, il y a une période de latence qui fait qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qu'on a un diabète. C'est pour ça qu'il est important de la dépister. C'est pour ça qu'on parle de dépistage, parce que précisément, c'est une maladie silencieuse pendant plusieurs années
avant que ne surviennent des complications et à ce moment-là, ce sont des complications sérieuses, parfois très sévères. Donc déjà, on a cette antériorité de la maladie par rapport à la connaissance de la maladie. Ensuite, donc, elle a déjà installé un certain nombre de dégâts, malheureusement, et il faut pouvoir les prendre en charge dès le début. Mais monsieur a fait, que je remercie pour son témoignage et ses gentilles paroles, a fait effectivement beaucoup d'efforts et il a pu être suivi, ce qui a probablement retardé de loin l'apparition de complications. Mais ce sont des complications, celles-ci notamment le pied diabétique et l'amputation, sont des choses qui peuvent arriver sur le long cours. Ça peut surtout arriver quand on a une plaie qu'on néglige. Alors il faut savoir qu'avec le diabète, on a une sensibilité un peu moindre au niveau des pieds. On sent moins qu'une autre personne qui n'a pas le diabète ce qui se passe sous les pieds. On peut avoir une petite caillou dans sa chaussure sans qu'on le sache. Et ça peut provoquer une plaie qu'on ne voit pas tout de suite. Et la plaie évolue très vite, s'infecte, et c'est quelque chose qui va rapidement. D'où l'intérêt pour les personnes qui sont atteintes de diabète de regarder la plante des pieds. Ça aussi, c'est un conseil qu'on donne aux gens, de regarder la plante de leurs pieds tous les jours à une bonne lumière pour pouvoir détecter l'apparition d'une petite plaie et aussitôt se précipiter chez son médecin pour qu'il puisse évaluer, soigner, traiter. Et donc, ça, c'est un des éléments malheureusement qui arrive. Il faut savoir aussi que, hormis le fait que la sensibilité au niveau de la plante des pieds est moindre, eh bien, la vascularisation aussi, c'est-à-dire l'apport d'oxygène au tissu des pieds est moindre. Elle est ralentie, ce qui fait que il est ralenti, ce qui fait que les plaies guérissent moins vite. Et ça fait des traitements longs. Il faut être patient, il faut savoir être persévérant, hein, aller sans cesse pour les soins des pieds, pour pouvoir se faire soigner. Mais de toute façon, au total, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que, étant donné que c'est une maladie qui est silencieuse, donc qui ne se manifeste pas par des symptômes, il faut se faire dépister. Une fois que le diagnostic de diabète est établi, il faut un suivi, comme l'a très bien dit M. Thiam, il faut un suivi régulier, tous les 3 mois, aller voir son médecin, faire le point. Si la glycémie est bonne, c'est bien. Si c'est pas bon, on réajuste, soit qu'il s'agisse de parler de nutrition, d'alimentation, soit qu'il s'agisse de parler d'activité physique, soit qu'il s'agisse de changer les médicaments qui sont pris par le patient. Et justement, docteur Awa, il arrive parfois que vous receviez certainement des personnes qui ont déjà un diabète très avancé et qui le diagnostiquent très tard. En général, les gens, quand ils viennent vous voir, à quel stade ils sont? Est-ce qu'il y a une conscientisation déjà là qui fait que beaucoup d'entre elles arrivent au bon moment ou souvent c'est des diagnostics tardifs? Absolument. Souvent, le diagnostic est tardif. C'est vraiment ce qu'on voit en majorité. Des gens qui arrivent affolés parce qu'on leur a trouvé 2,80 g, 3 grammes, 4 grammes ou plus, et qui arrivent totalement affolés. C'est le drame. Il faut donc prendre le temps de leur expliquer, de les faire revenir un peu à eux-mêmes, de leur faire reprendre confiance. Vous voyez ce que dit M. Thiam. Il dit des choses tellement importantes. Pendant 2 ans, il n'en a pas parlé à sa famille. Pendant 3 mois, pardon, il n'en a pas parlé à sa famille. 3 mois, pardon. C'est ça. C'est souvent ce qui se passe. Exactement. Vous avez peut-être envie de les protéger et pas de leur imposer la souffrance de la nouvelle. C'est exactement ce qui se passe. Donc la personne, d'abord, elle commence par un déni. Hein. Elle se dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas ça. Non, moi je l'ai pas. Il y a personne dans ma famille qui l'a, donc je peux pas l'avoir. Et puis, au fur et à mesure, bon, la personne accepte. Et puis ensuite,
l'acceptation aussi du traitement. Donc tout ça, c'est un cheminement que nous, les médecins, on doit faire avec les patients, accepter que c'est difficile, que parfois il y a un refus total de la maladie, et surtout chez les jeunes. Les jeunes n'acceptent pas le diagnostic, ils sont parfois très en rébellion même contre ce diagnostic. Beaucoup de jeunes sont diagnostiqués avec le diabète. Oui, les jeunes, bon, il y en a qui sont quand même pas mal diagnostiqués, 30 ans, 40 ans, c'est encore jeune. Hein? Oui. Et ils sont parfois très en rébellion, véritablement. Donc il faut prendre le temps de leur expliquer les choses et de leur faire prendre conscience qu'il y a une vie avec. Hein. Il y a tout à fait une vie avec. Et ça, c'est très important de savoir que ça n'empêche pas de travailler, ça n'empêche pas de vivre sa vie normalement. Il faut simplement respecter un certain nombre de règles. Docteur Mokane, quand notre invité, M. Cham, parlait d'hérédité, il pensait que le diabète n'était pas présent dans sa famille avant de découvrir que sa maman est devenue diabétique. Alors, est-ce que quand quelqu'un apprend qu'il a le diabète, un bon conseil serait également de faire en sorte que ses parents, sa famille fassent un test pour savoir si le diabète était déjà dans la famille? Absolument, ça c'est un excellent conseil, Ami, qu'il faut donner aux personnes. Peut-être que sa maman était déjà diabétique et qu'elle ne le savait pas. Et donc, il est très important, effectivement, de faire un dépistage dans l'entourage, dans l'entourage familial. C'est-à-dire en profiter à ce moment-là pour faire le dépistage. Et puis, il y a aussi d'autres personnes qui doivent être dépistées. Ce sont les personnes qui ont de l'hypertension artérielle, les personnes qui ont une obésité importante, les personnes qui ont un certain nombre de maladies en général. Tout doit être occasion à dépistage. C'est-à-dire que dès qu'on voit une personne au-delà de 40 ans, en tout cas, il faut faire le dépistage systématiquement, au moins une fois par an. Et pour en revenir à M. Cham, qu'est-ce que vous avez senti qui vous a poussé à vous faire tester? Est-ce que c'était juste un bilan que vous faisiez comme ça? C'était un bilan annuel, une visite annuelle. Donc vous n'aviez même pas idée que ce serait un diabète? Je te le jure, je n'avais même pas idée que moi, un jour, j'aurais le diabète. Parce que j'étais tellement actif qu'il y a beaucoup de choses. À cette époque-là, moi, je ne prenais pas de sucre. Tout ce qui est sucré jusqu'à présent. Mais, comment ça m'est arrivé, après j'ai analysé, j'ai dit non, peut-être ça devait y arriver. Mais je l'ai pris en compte depuis ce jour. Mais on a un excellent témoignage ici parce que quelqu'un qui prenait pratiquement pas de sucre, qui faisait du sport, qui était très actif, qui apprend qu'il a le diabète. Et c'est justement un profil qui, souvent, quand les personnes se sentent actives et autres, se disent non, ça peut pas m'arriver. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est exactement pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil type. Il y a des situations qui sont plus à risque que d'autres, mais hors ces situations plus à risque que d'autres, il y a quand même des gens qui peuvent avoir le diabète, d'où la nécessité de dépister cette maladie. Effectivement, il est actif, il ne mange pas de sucre. Ce qu'il dit là est très important. Le fait de ne pas manger de sucre ne signifie pas qu'on n'aura pas le diabète. Parce que c'est le pancréas, en fait, qui entre en jeu. C'est le pancréas qui entre en jeu, qui se fatigue, qui s'épuise. Les cellules du pancréas, les cellules s'épuisent, où la qualité de l'insuline produite par le pancréas n'est pas bonne, et où encore il y a une résistance de l'organisme. Chez les patients, par exemple, obèses, et notamment dans le diabète de type 2, il y a une résistance de l'organisme à l'effet de l'insuline. Donc, toutes choses combinées qui font qu'on peut avoir le diabète même si on n'est pas obèse, même si on n'est pas hypertendu, même si on n'est pas à risque dans les cas à risque habituels de diabète, mais on peut l'avoir.
Alors, docteur Moukan, les personnes qui sont nombreuses à nous suivre aujourd'hui vont très certainement avoir envie de se faire tester, d'aller faire un bilan. Mais est-ce que vivre avec le diabète, c'est ne plus du tout consommer de sucre? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on a le diabète, on ne prend plus de sucre. La vie change complètement. C'est peut-être l'occasion de demander à Monsieur Thiam comment est-ce que depuis ce diagnostic, sa vie a changé et est-ce que avant l'amputation, il y a eu d'autres conséquences sur votre santé, notamment sur la vue, que vous pourriez partager avec nous? Avant l'amputation, j'ai fait 2 fois une opération sur les yeux parce que j'avais de la cataracte, quand même. Mais ça n'a rien changé de ma vie, hein, franchement. Pourquoi je ne prends pas de sucre? Ce n'est pas en date que j'ai le diabète. Le sucre, en général, moi, je prenais du thé. Mais s'il y a beaucoup de sucre, ouais, s'il y a beaucoup de sucre, je ne prends pas à l'époque. Mais je disais toujours, dans la vie, il ne faut pas s'abuser de certaines choses qui pouvaient t'amener des complications. C'était ma philosophie. Jusqu'à présent. Quand tu arrives chez moi, quand tu manges, je te dis, attends, s'il te plaît, une personne normale ne mange pas jusqu'à. Il faut savoir diminuer. Parce que c'est ma philosophie, quoi. Pour moi, tu dois être quelqu'un que vraiment un peu indépendant de toi-même. Parce que quand tu es malade, c'est fini. Hein? Maintenant, le restant de ta vie, tu cours pour pouvoir te soigner. Et si tu es quelqu'un qui est un peu négligent, mais quand tu as le diabète, s'il vous plaît, si ça peut passer, s'il vous plaît, si quelqu'un qui est diabétique, va voir ton médecin. Nulle personne ne peut pas dire que je n'ai pas le diabète ou je ne vais pas l'avoir. Ça arrive. Et ça se cache, comme Mme Khan l'a dit. Tu peux rester pendant 50 ans. Un jour, tu vas voir le médecin, on te le dit. Maintenant, ça dépendra de toi. Tu commences. Tu le vois, beaucoup de gens que tu vois, la personne, il est un peu obèse comme ça là, tu le vois dans 2 ans, 1 an, tu le vois maigrir comme ça. Et quand il demande, on te dit que voilà, il est diabétique. Pourquoi? Parce qu'il ne le supporte pas, mentalement, psychologiquement. Donc, l'entourage vient encore. Et ça fait partie. Quand je suis arrivé chez moi, mon petit-fils qui a 9 ans, actuellement, si sa maman achète de la boisson, il va donner à ton père, il te dit non, 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 il ne prend pas de la boisson. Parce que le docteur a dit que mon père ne doit pas prendre de la boisson, il ne doit pas prendre du jus, il ne doit pas prendre tout ce qui est sucré. Même si quand on mange, parfois, il prend ma cuillère en me disant que lève-toi. Donc, et ça, je suis... Non, 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 non. Je sais que parce que ce qu'il fait, parce qu'ils veulent voir son père vivre au moins pour jusque... Voilà. Mais moi, le conseil que je donne, les gens qui sont du diabète, qu'ils sortent de la maison et aller à la clinique ou bien aller à l'hôpital ou aller voir leur médecin. Ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'aller... Il faut vivre avec. On peut vivre avec. Tu peux vivre pendant 60 ans, 70 ans, 80 ans. Mais il faut le prendre en considération. Ah, s'il ne le prend pas en considération, lui, il te prend en considération. Et là, Madame Khan ne pourra rien faire pour toi. Vraiment, pourquoi? Je la remercie sérieusement, à fond du cœur. Parce que quand je suis arrivé la voir, non seulement les conseils, mais à chaque fois que je viens, ce qu'il m'avait dit la fois dernière, ça fera partie de ce qu'il va me dire et ce qu'elle va augmenter. Les médicaments et tout ça là. Il est très important quand on a un diabète pour éviter ces complications graves et sévères que sont l'amputation, que sont les cataractes précoces,
hein, parce qu'il a bien dit qu'il Docteur avait été Carole opéré. Mangara va nous en dire beaucoup plus, oui. Exactement, les cataractes surviennent plus jeunes quand on a le diabète que quand on n'a pas de diabète. Donc la cataracte est aussi une occasion de faire ce dépistage de la glycémie, non seulement pour être dans des conditions d'opération favorables, mais également pour savoir quel est le statut du patient et pouvoir le traiter également. Donc toutes ces choses font que le diabétique qui est pris en charge, ne pensez pas qu'il va forcément arriver à l'amputation. Non, non, non. Au contraire, on le prend en charge pour réduire au strict minimum ce genre de complications, y compris toutes les autres complications qu'il y a, comme les complications rénales, ophtalmologiques, cardiaques, les AVC, tout ça, c'est fortement réduit par une prise en charge correcte du diabète. Alors, on va accueillir tout de suite Dr Zora Yassine et Dr Carole Mangara, mais juste avant, j'ai une question à vous poser, Dr Mokane, c'est le traitement, le coût du traitement, parce qu'il l'a évoqué tout de suite, pour beaucoup de personnes, c'est difficile. Est-ce que c'est l'amputation qui a coûté cher seulement ou c'est tout le traitement qui parfois demande d'avoir une assurance? Et bien entendu, au Sénégal, est-ce que les personnes vivent longtemps avec le diabète? Est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui qu'ils peuvent vivre longtemps avec le diabète pour les rassurer, comme tente de le faire Monsieur Cham, que le diabète, c'est pas quelque chose qui doit arrêter une vie. Au contraire, il faut la prendre en considération comme. Absolument. C'est ce message-là qu'il faut donner justement aux auditeurs, aux téléspectateurs, pardon, c'est que il faut savoir que pris en charge précocement, tôt, on vit très longtemps avec le diabète. Je dis pas longtemps, mais très longtemps. Donc il faut et on vit sans complications majeures. Hein. Donc il faut le savoir. Il faut savoir qu'une bonne prise en charge précoce, c'est pour ça qu'il faut dépister, permet un accompagnement et l'intensification des traitements ou l'adaptation des traitements au fur et à mesure. Discuter alimentation, vous allez le faire avec Madame Zora Yassine. Prévenir les complications des yeux en envoyant chez l'ophtalmologue donc régulièrement, une fois par an, pour qu'il vérifie le statut et qu'il puisse prendre lui-même des dispositions, l'ophtalmologue, pour prévenir les complications ophtalmologiques, prévenir les complications des reins, prévenir. Maintenant, actuellement, pour ceux qui sont pris en charge et bien pris en charge, l'espérance de vie est longue, dans de bonnes conditions avec de bonnes conditions de vie, c'est-à-dire qu'on continue à travailler très longtemps, on continue à avoir une activité physique très longtemps et on continue à vivre, on vit vieux. On vit vieux et on vit bien. Mais c'est cher, effectivement, ça demande, il y a un certain coût à tout ça. Et il faut pouvoir soit être assuré, soit aller à l'hôpital pour un suivi régulier si on mais nous faisons vraiment des efforts pour mettre ça au moindre coût, en tout cas à des coûts tout à fait raisonnables pour les patients. On n'en doute pas, on sait que voilà, aucun doute là-dessus. Alors, Docteur Mokane, on va vous retenir et on va libérer Monsieur Cham, que nous remercions encore une fois d'avoir fait ce déplacement et d'avoir parlé à cœur ouvert de cette maladie. On vous souhaite beaucoup de courage parce qu'on sait que vous allez vaincre ce diabète et vous allez pouvoir bien le vivre avec parce que vous êtes conscient de ce qu'il faut faire pour éviter justement qu'il y ait des conséquences plus graves. Et votre message, je pense, vous pouvez être rassuré qu'il sera bien entendu et que les personnes, grâce à votre témoignage, feront beaucoup plus attention à ce qu'ils mangent et à leur mode de vie. Nous allons dans la deuxième partie recevoir Dr Carole Mangara, qui est une des plus grandes ophtalmologues aujourd'hui ici au niveau du Sénégal, qui a opéré plusieurs fois des patients qui étaient atteints de cataracte.
et qui va parler justement de la vision lorsqu'on a le diabète et comment peut-être, grâce à des symptômes qu'elle va nous révéler, on peut se dépister à temps. Et nous allons également recevoir Zora Yassine, qui est une très grande nutritionniste également et qui va vous dire comment est-ce que vous pouvez mieux manger pour éviter d'avoir un taux de glycémie trop élevé. Alors après le témoignage bouleversant de Monsieur Cham, qui a bien voulu partager avec nous son expérience avec le diabète, nous avons décidé de poursuivre cette conversation avec deux autres expertes reconnues, une ophtalmologiste dont j'ai parlé tout à l'heure, Dr Carole Mangara, qui a accepté de venir aider ceux et celles qui se posent des questions sur comment détecter à temps les symptômes pour éviter de développer certaines maladies, parce que, vous le savez, c'est une série de conversations autour de la santé. On ne va pas s'arrêter qu'au diabète. Il y aura d'autres maladies que nous aborderons dans les semaines à venir. Et nous avons également sur le plateau une diététicienne qui accompagne des personnes qui vivent avec le diabète, à savoir Madame Zora Yassine, qui est avec nous, et qui, en compagnie toujours de Dr Awa Mokan, endocrinologue, vont nous aider à mieux comprendre cette maladie qu'est le diabète, qui, comme vous le savez, est une maladie difficile, une maladie avec laquelle beaucoup de personnes vivent, mais une maladie avec laquelle on peut vivre, comme le disait Dr Awa Mokan, très, très, très longtemps. Voilà. Merci beaucoup, Dr Mangara, d'être avec nous. Tout à l'heure, notre invité, M. Cham, nous disait qu'il a eu à subir 2 opérations, qu'il a eu 2 fois la cataracte, c'est ça? Et qu'il a dû faire 2 opérations. À l'écouter, il ne pensait peut-être pas qu'il y avait une relation entre le diabète. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est des cas fréquents que vous avez avec des patients qui ont le diabète, justement? Merci Ami pour cette invitation. Pour ce qui est de la cataracte, d'une façon générale, c'est une atteinte de la dégradation du cristallin qui, avec l'âge, s'opacifie. Et on a des couches complètement blanches qui bouchent le passage à la lumière. Et donc, on est obligé de faire une chirurgie de ce noyau cristallinien. Tout le monde est supposé faire une cataracte, effectivement, mais plutôt, c'est une pathologie du sujet âgé. La particularité chez le diabétique, c'est qu'elle survient plus tôt. Ils vont faire des cataractes 10-15 ans avant que la moyenne générale de la population. Ils ne font pas toujours la corrélation, mais effectivement, ils font les cataractes plus tôt. Et comment est-ce qu'on détecte les symptômes de la cataracte? Qu'est-ce qui peut permettre à quelqu'un de savoir, tiens, il faut peut-être que j'aille voir mon ophtalmologiste parce que j'ai peut-être... La cataracte, c'est surtout une dégradation de la vision, progressive si l'opacification est progressive, mais qui peut être rapide quand l'opacification est rapide. Chez les diabétiques, l'opacification est rapide, et c'est surtout le type d'opacification qui fait qu'ils sont plus rapidement gênés. Et ensuite, il y a aussi une altération de la perception des couleurs. Donc rapidement, ils se rendent compte qu'ils ne voient pas bien, moins bien, ou c'est flou, et ils viennent souvent consulter pour ça. Et puis, si vous permettez, ça fait partie du bilan annuel du diabétique. Quand on a un patient qu'on suit pour diabète, 1 fois par an, on l'envoie chez l'ophtalmologue pour qu'il fasse un peu l'évaluation de sa vision, de ses éventuelles pathologies liées au diabète. Alors, j'imagine que ce n'est pas simplement la cataracte, il y a d'autres troubles de la vision qui apparaissent avec le diabète. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, il y a pas mal de choses qui apparaissent avec le diabète. Et il m'est d'ailleurs arrivé de dépister des diabètes en simple consultation pour les patients qui viennent pour des troubles de la vision. Je vois flou, je vois pas bien, d'accord, donc ceux qui ont déjà des lunettes, on doit les changer, ou ceux qui n'en ont pas viennent pour cela. Et quand on les corrige, on a beaucoup de mal à les corriger. Ce sont des patients qui ont des visions qui fluctuent,
qui changent énormément. Ils ont soit une vision floue centrale, soit des points noirs, soit une vision déformée sur les côtés. Et ces patients-là, on n'arrive pas à les corriger. Parfois on les corrige, mais parfois on a du mal. Et quand on a un doute, on doit leur demander d'aller faire une glycémie. Et on a eu beaucoup de surprises d'examens comme ça, avec des patients avec glycémie élevée. Les autres pathologies que le diabète peut donner, c'est une pression intraoculaire élevée qui va déboucher sur un glaucome, c'est-à-dire une tension trop élevée à l'intérieur de la boule que forme l'œil. Et ça peut dégrader le nerf optique. Les autres pathologies qu'on a, c'est aussi l'altération de la vision des couleurs et des troubles dans l'adaptation, dans le passage de la lumière à l'obscurité. Ça aussi, il y a des gens qui vous disent « Ah, je conduisais très bien la nuit, mais je n'y arrive plus, je suis très très gênée ». Ça peut être un signe d'apparition du diabète. Et justement, docteur Mboukan, les patients qui viennent vers vous, d'habitude, c'est quels symptômes qu'ils présentent? Est-ce qu'il y a un symptôme qui est très fréquent aujourd'hui, qui souvent, lorsque ça apparaît chez quelqu'un, on sait que c'est un diabète qui est là? Les symptômes fréquents sont l'amaigrissement, la polyurie, le fait de beaucoup uriner. Se lever la nuit, par exemple, pour uriner, alors qu'on n'urinait pas d'habitude la nuit, ça c'est un signe vraiment qui doit faire penser en premier lieu au diabète. Donc c'est ce qu'on appelle la polyurie. La polydipsie, c'est le fait d'avoir soif, de beaucoup boire. Et les gens boivent, justement, ils ont soif et ils vont boire du coca, des boissons sucrées, ce qui va augmenter encore leur diabète et leur donner encore plus soif. Vous voyez, quand on commence à avoir très soif, et même encore une fois se lever la nuit pour boire et pour uriner, ça doit attirer l'attention. Donc l'amaigrissement, la polyurie, la polydipsie, la soif, c'est-à-dire, et le fait de beaucoup uriner. Et puis, parfois, souvent en tout cas, des gens aussi mangent encore plus que d'habitude, mais continuent à maigrir. Donc c'est ce qu'on appelle les 4 signes cardinaux du diabète. D'accord, très bien. Justement, on parle de manger, on parle de boire, et je me retourne vers vous, Madame Yassine, pour parler de ces changements qui interviennent lorsque quelqu'un devient diabétique. Comment est-ce que son alimentation doit changer? Voilà, tout à fait. Donc même pour suivre ce que Dr Mboukan a dit, la polyphagie, j'ai rencontré beaucoup de patients que j'ai pu orienter vers un bilan médical justement pour dépister un diabète par rapport à cette polydipsie et cette polyphagie en fait que j'associe souvent parce que c'est cette soif en fait associée au besoin de sucrer. Pourquoi? Tout simplement parce que comme les glucides restent dans le sang, ils ne sont pas utilisés par l'organisme et donc l'organisme réclame le sucre pour l'énergie dont il a besoin. Après, l'alimentation effectivement va changer. Tout dépend du taux de glycémie du patient, c'est-à-dire que ça peut être progressif, ça peut être un début, ou peut-être que Dr Mboukan dira au départ on ne traite pas sous médicaments pour le moment. Des fois, ça peut être ce qu'on appelle une intolérance au glucose, où on a une glycémie qui est encore un petit peu limite, mais qui peut tenir avec un régime équilibré, ou alors on est dans le diabète confirmé, où là on aura vraiment besoin. Je n'aime pas parler de régime, j'aime parler d'équilibrage alimentaire pour justement éviter cette sensation que le diabétique a d'être frustré, de changer son alimentation. Et ce que je voudrais dire en fait aux diabétiques, c'est que leur alimentation est une alimentation que tout individu devrait avoir, pas seulement les diabétiques, même les individus bien portants devraient se nourrir comme se nourrit un diabétique, parce que les excès de sucre, les excès de graisse sont nocifs pour notre santé d'une manière générale. Donc en fait, un diabétique va équilibrer son alimentation, mais pour améliorer sa vie au quotidien, tout comme un individu bien portant. Tout le monde doit faire attention en réalité. Tout le monde doit faire attention. Et évidemment, on va mettre l'accent sur le diabétique qui va faire beaucoup plus attention parce qu'il va être sous traitement. Il ne doit pas évidemment être dans le déni, dont parlait Monsieur Thiam tout à l'heure. D'ailleurs, je voudrais le féliciter pour son courage et sa résilience. Et je pense que justement, toutes les populations à risque devraient se faire dépister. C'est vraiment très important.
Par rapport à l'alimentation, donc le diabétique doit faire attention à ses apports en sucre, mais ce que la plupart des diabétiques ignorent, c'est qu'il faut aussi faire attention aux apports en graisse. Pourquoi? Parce que le diabétique aussi présente des risques plus élevés dans les troubles cardiovasculaires. Donc c'est un petit peu les deux. Donc ils vont avoir tendance à manger peu de sucre, mais plus de gras, ce qui va entraîner une prise de poids, et la prise de poids, effectivement, aggrave le diabète également. On va d'abord revenir sur l'exemple donné par Monsieur Thiam tout à l'heure, parce que je disais que j'allais vous poser une question sur cela. Ce monsieur qui est diabétique et qui prend une miche de pain et qui met beaucoup de viande dedans et qui pense que tout va bien et vit dans le meilleur des mondes. Alors, quelle consommation de viande lorsqu'on est diabétique, lorsqu'on est prédisposé ou tout simplement lorsqu'on veut éviter? Comment faire attention? La viande, parlons d'abord de la viande. Quelle quantité de viande par semaine? Est-ce qu'il faut manger la viande tard le soir, comme beaucoup de personnes le font? Alors là, vous parlez de l'alimentation quand on a un diabète qui est confirmé. C'est bien ça. Donc le monsieur dont parlait Monsieur Thiam, apparemment, faisait un repas par jour et se disait que comme il faisait un repas par jour, il pouvait manger tout ce qu'il voulait le matin. C'est ce que j'avais compris. Deux, un matin et un soir. Et donc pour lui, le fait peut-être de sauter le repas du midi, il avait économisé pour pouvoir mieux manger le matin et le soir. Dans l'alimentation du diabétique doit être équilibrée, il doit être surtout régulière par rapport à son traitement et par rapport à la réaction de son pancréas. C'est-à-dire que son pancréas doit être habitué à un certain taux de sucre dans le sang. Et moi, j'habitue mes patients diabétiques à apporter le même taux de sucre le matin, le midi et le soir pour que justement on n'ait pas des fluctuations de glycémie dans l'organisme, ce qui est très important. Donc, il y aura un certain nombre de quantités de sucre apportées par les féculents, par les fruits et un certain nombre de gras qui vont être répartis de manière égale et constante sur la journée pour éviter les hyperglycémies ou les hypoglycémies. Et évidemment, on adapte l'alimentation en fonction du traitement, s'il y en a, et en fonction du fait qu'il n'y a pas encore de traitement. Et en général, le régime va être plus, je dis régime, je dis encore l'alimentation, on va être plus rigoureux pour une personne qui n'a pas de traitement, justement pour ne pas basculer dans le diabète confirmé. Mais une personne qui va prendre un traitement, on va adapter aussi l'alimentation à ce traitement-là. Parce qu'il faut savoir qu'un diabétique, s'il prend un traitement et qu'il ne mange pas la quantité de glucides suffisante, va faire des hypoglycémies. Enfin voilà, il faut vraiment tout réguler. Par exemple, quelqu'un qui a le diabète, qui veut suivre votre conseil, manger à des niveaux équilibrés, le matin par exemple au petit déjeuner, qu'est-ce qu'il peut prendre pour s'assurer qu'il aura à peu près la même quantité de sucre à midi et la même quantité de sucre le soir, par exemple? Alors, évidemment, nous, les professionnels de l'alimentation, on est là pour les guider. Et après, les quantités vont dépendre de la taille, du poids, de l'âge de la personne et, comme je vous ai dit, du traitement qu'il prend. D'une manière générale, le matin, on va privilégier les fibres complètes. On va éviter tout ce qui est pain blanc, céréales blanches, sucre blanc, évidemment. Du laitage, des laitages pour le calcium. Pourquoi les fibres complètes? Parce que le pain, par exemple, le pain complet, aura un index glycémique plus bas que le pain blanc. Donc cette notion d'index glycémique est aussi à prendre en compte chez les diabétiques. Donc l'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à élever la glycémie dans le sang. C'est-à-dire qu'un aliment peut avoir la même quantité de glucides, mais réagir différemment dans l'organisme. Donc on va privilégier d'une manière générale le matin les céréales complètes, les laitages pour avoir un apport de protéines, les fruits pour les vitamines. Dans la journée également, on ne mange pas sans féculents. La plupart des diabétiques ont tendance à supprimer les féculents de leur alimentation. Les féculents doivent être conservés pour maintenir un taux régulé de sucre dans le sang, mais en quantité contrôlée. Et en général, on leur donne un certain nombre de cuillères à manger le midi, de cuillères à manger le soir. Et là aussi,
on va privilégier les céréales complètes, le riz complet, les pâtes complètes, la semoule complète. Et la plupart du temps, toujours, il faut les associer à des protéines. Alors, la viande rouge ne va pas être interdite, mais on va en diminuer la consommation et on va privilégier les viandes rouges, mais moins grasses. C'est-à-dire, par exemple, le mouton et l'agneau, on ne va pas les interdire, mais on va éviter. Parce que l'agneau ou le mouton apporte un taux de graisse saturée, donc qui bouche les artères et qui entraîne des troubles cardiovasculaires dont les diabétiques sont plus sensibles. On va toujours associer des protéines, de la volaille, du poisson. Pourquoi aussi? Parce que quand on associe des protéines à un repas, cela baisse aussi l'index glycémique, donc la sécrétion d'insuline. Donc on a besoin de moins d'insuline. Et c'est comme les fruits. Les fruits que je donne en fin de repas ou alors dans l'après-midi, je vais toujours recommander de prendre un laitage avec pour ne pas apporter que du sucre. Parce que même si c'est un fruit, si c'est le sucre du fruit, ça va être un apport de sucre isolé, donc qui va faire monter la glycémie plus rapidement. Donc on l'associe à un petit peu de protéines pour justement abaisser cet effet, cet impact. D'accord. Merci. Alors, on a parlé des personnes qui vivent avec le diabète, mais des personnes qui sont aujourd'hui dans des familles où peut-être leurs parents ont déjà eu le diabète, sont des personnes à risque, n'est-ce pas, docteur Mbokane? Et pour ces personnes-là, aujourd'hui, docteur Mangara, quels conseils donneriez-vous pour éviter justement de développer certains symptômes aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent venir régulièrement vous rendre visite? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Oui, donc d'abord les mesures qui ont été recommandées par les diabétos, c'est-à-dire la surveillance régulière, et ensuite les mesures d'accompagnement qui sont l'exercice physique, l'activité physique. Mais en fait, ce sont d'une façon générale les mesures de prévention des maladies cardiovasculaires. On retrouve à peu près les mêmes indications, c'est-à-dire donc la lutte contre la sédentarité avec l'activité physique, la lutte contre la stabilisation des corps gras, tout ce qui est cholestérol, lipides, le tabagisme, alors ça c'est prescrit, ça quand on est diabétique, le tabac. Non, mais le tabac chez les diabétiques, le tabac en général, c'est déjà pas bon, mais chez les diabétiques, il faut le dire, c'est une catastrophe, hein, parce que ça va boucher encore plus facilement les vaisseaux, les artères, les capillaires. Donc toutes ces mesures-là, malheureusement, les mesures qu'il faut pour être en bonne santé, elles sont pratiquement obligatoires pour un diabétique. Alors, docteur Mbokane, on n'a pas parlé de cela, le tabagisme, c'est très important. Justement, parlez-nous un peu de cela, tabagisme et diabète. Alors, ce que vient de dire Carole, c'est extrêmement important. Il y a un certain nombre de mesures à prendre quand on a le diabète ou en prévention du diabète. Ces mesures, donc, elle les a citées, et Zora aussi. C'est l'alimentation, qui est une alimentation saine, c'est une activité physique. C'est l'arrêt du tabac, la réduction de l'alcool. Ce sont des éléments très, très, très importants. Et le tabagisme, si vous voulez, c'est deux choses qui se mettent ensemble pour obstruer l'ensemble des artères du corps. Le diabète, le tabac, et si l'hypertension, qui est fréquente dans le cas du diabète, hein, parce qu'il faut savoir que 2/3 des patients qui ont un diabète auront ou ont une hypertension artérielle. Donc, ce sont trois choses qui font très mauvais ménage et qui obstruent les artères, c'est-à-dire qui les bouchent. Donc, les petits vaisseaux vont être complètement bouchés par ça, et le tabac fait encore plus de dégâts. Même quand on n'a pas de diabète, hein, le tabac le fait déjà. Sans diabète, le tabac obstrue les artères. Et ça donne des AVC, ça donne des infarctus du myocarde, donc des pathologies cardiaques, ça donne, lorsque c'est combiné au diabète et à l'hypertension artérielle ou au diabète tout seul, ça donne très rapidement des atteintes des yeux, la rétinopathie diabétique, dite diabétique,
qui est aussi la rétinopathie hypertensive, qui est la rétinopathie tout court, c'est-à-dire l'atteinte de la rétine, donc le fait qu'on ne voit plus, hein, les insuffisances rénales qui conduisent à la dialyse. Donc s'il y a vraiment un conseil à donner, c'est manger, bouger, certes, mais aussi vraiment arrêter le tabac, ça c'est essentiel. Et je pense que ça, c'est très important de parler d'insuffisance rénale. On reviendra dessus au cours d'une autre conversation. Mais c'est très important parce qu'on ne réalise pas qu'à cause du diabète, on peut devenir un insuffisant rénal. On peut devenir un insuffisant rénal et la plupart des patients qui sont en dialyse sont diabétiques. La grande majorité des patients de dialyse sont malheureusement des diabétiques. Donc c'est pour dire que c'est une maladie qui est grave, qui est sérieuse, hein, et qu'il faut vraiment prendre en considération. Non pas pour dramatiser, mais pour dire que, comme l'a si bien dit M. Thiam, si vous ne vous en occupez pas, mais le diabète s'occupe de vous. Oui. Donc il faut s'en occuper, s'en préoccuper, vivre avec, vivre le mieux du monde avec, hein, manger moins gras, moins sucré, diminuer sa consommation d'alcool, arrêter le tabac et bouger. Et si on le fait, effectivement, on vivra vieux longtemps, très longtemps. Voilà, ça a été une discussion très enrichissante avec nos invités qui ont bien voulu se prêter à l'exercice pour sensibiliser. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Et donc, pour dire au revoir à nos téléspectateurs qui nous suivent, nous allons donner la parole d'abord à notre diététicienne qui va donner quelques conseils de prévention. Et comme je le disais tantôt, Intelligence citoyenne vise à sensibiliser, à promouvoir l'éducation, certes, mais désormais, nous allons être beaucoup plus présents dans le domaine de la santé, tout simplement parce que nous observons aujourd'hui qu'il y a des maladies qui prennent de l'ampleur parce qu'il n'y a pas assez de prévention, il n'y a pas assez de dépistage. Et c'est important aujourd'hui que nous aidions davantage à travers nos plateformes, puisque les médias servent à ça également, à sensibiliser. Donc, si vous avez des questions, vous avez envie de vous rapprocher de ces expertes qui sont reconnues, c'est pour ça que nous les avons invitées. N'hésitez pas à aller sur notre site web, à aller sur nos réseaux sociaux et à les contacter, à aller les voir. Et peut-être que vous pourrez non seulement éviter d'avoir des maladies chroniques, mais tout simplement aider d'autres autour de vous également, parce qu'il ne s'agit pas simplement de nous, il s'agit également des personnes qui sont autour de nous, notre famille, nos collègues, voilà. Alors, Madame Yacine? Oui, alors en termes de prévention d'un point de vue alimentaire, je dirais contrôler son poids. Parce que l'obésité et le surpoids est le principal facteur qui déclenche le diabète, même s'il y a des prédispositions familiales. Donc je dirais l'obésité et le surpoids peuvent être un facteur déclenchant du diabète, même si on a vu qu'avec M. Thiam, ça n'était pas toujours le cas. Mais dans le diabète du type 2, c'est le cas la plupart du temps. Une activité sportive régulière, l'arrêt du tabac et comme l'a dit Dr Khan, l'alcool aussi doit être réduit et une alimentation équilibrée, une alimentation faible en sucre raffiné. Quand je dis sucre raffiné, c'est le sucre d'ajout, le sucre blanc, dont le corps n'a pas besoin, car le sucre n'apporte que des calories vides, dépourvues de vitamines, fibres et minéraux. Voilà, d'une manière générale, ça serait mes conseils pour la prévention. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on continue notre série de conseils sur la prévention avec Dr Bangara. Donc, pour ce qui est de la prévention ophtalmologique et le diabète, ça va être donc un contrôle de la vision
chez l'ophtalmologiste une fois par an, acuité visuelle, monoculaire, ensuite les 2 yeux, la vision des couleurs, la pression oculaire, la transparence du cristallin va être vérifiée et surtout pour le diabétique, ce sera l'examen de la rétine avec la rétine centrale, examen de la papille, c'est la tête du nerf optique, on vérifie la forme, la couleur et l'absence de lésions avec des hémorragies, des microanévrismes. Et juste à côté de la papille, c'est la macula qui souvent présente un œdème par gonflement. Et là, les signes sont pratiquement automatiques puisqu'il y a une baisse de la vision, une baisse des formes, une altération de la couleur. C'est un signe d'appel souvent en consultation. Mais ça, on l'examine et on recherche ça systématiquement en consultation chez le diabétique. Et quand on est diabétique, est-ce qu'il faut reposer ses yeux un peu plus, comme les yeux deviennent plus sensibles? Non, il faut juste avoir une bonne réfraction. Si on a besoin de lunettes, il faut les mettre. S'il y a un problème d'insuffisance de convergence, il faut faire de la rééducation chez l'orthoptiste parce que justement les muscles sont plus fatigables, donc il faut vraiment qu'il y ait un repos absolu des yeux. Et le repos, il passe par le port des lunettes s'il y a une prescription. D'accord, très bien. Et bien entendu, un spécialiste, Docteur Awa Mokan. Alors, juste une petite question. Combien de cas vous traitez chaque année à peu près au niveau de votre clinique? On va dire qu'on a probablement... Bon, déjà, nous sommes plusieurs médecins, endocrinologues, plusieurs diabétologues. Moi-même, je me suis un peu retirée de la pratique de consultation pour pouvoir davantage m'occuper du management de la clinique parce qu'il y a beaucoup de médecins qui consultent. Alors, entre les médecins généralistes, diabétologues et les endocrinologues, je pense qu'on doit être peut-être à de l'ordre de 8000 patients, quelque chose comme ça. Je n'ai pas regardé les statistiques là avant de venir, mais quelque chose comme ça. Moyenne, ouais. Très bien. Et donc le conseil, le mot de la fin? Le conseil, c'est d'anticiper. D'abord, je pense qu'il y a un certain nombre d'idées reçues qu'il faut combattre et c'est pour ça que je vous félicite pour cette émission. Il faut combattre des idées reçues selon lesquelles si je prends des médicaments, je ne pourrai plus m'en passer. Ça, c'est une idée tout à fait erronée. Si on prend des médicaments, c'est bien parce qu'on est arrivé à un niveau où les médicaments vont améliorer votre état de santé. Et si vous laissez évoluer la maladie sans médicaments, les complications graves vont apparaître. Donc, il est extrêmement important de savoir que si on vous met sous traitement, c'est pour votre bien. C'est pas pour vous accoutumer aux médicaments. Donc, c'est pour votre bien et pour prévenir l'évolution naturelle de la maladie vers les complications graves. Ensuite, je voudrais me focaliser un peu sur l'anticipation parce que je crois qu'il y a nécessité d'anticiper dans cette maladie et commencer par le plus jeune âge. Le plus jeune âge, ce sont les enfants. Et surtout les couples jeunes, si dès que les enfants ont un bon carnet de notes, rapportent de belles notes à l'école où on réussit à mettre des buts, 6 buts ou 10 buts à l'équipe de football adverse, on leur apporte un gros gâteau, des glaces, des sucreries, des bonbons. Effectivement, on commence à habituer l'enfant dès le plus jeune âge au goût sucré et il devient plus difficile parce que c'est une addiction. Hein. Vous savez, le sucre fait sur le cerveau, les images IRM l'ont montré, le sucre fait sur le cerveau un effet addictif. Il a sur le cerveau un effet addictif qui change totalement la biochimie du cerveau. Donc, il faut, dès le plus jeune âge, habituer les enfants à autre chose que du sucré en permanence. Et notamment, ne pas donner dans la gourde des enfants, quand ils vont à l'école, de boissons sucrées ou de jus. Donnez-leur juste de l'eau. Ils n'ont pas besoin, Zora Yassine l'a très bien dit, ils n'ont pas besoin de ces calories inutiles que constituent les sucres rapides. Donc, les habituer dès le plus jeune âge à ça, à l'activité physique également,
Et je pense qu'on en fera des adultes mieux conscients de leur santé et plus, comment dirais-je, plus en phase avec l'évolution du temps qui fait que malheureusement, on est de plus en plus assis sur les écrans et qu'il faut s'en dégager par moment pour pouvoir avoir une activité physique. Dès le plus jeune âge, il faut, dans l'esprit des enfants, travailler à ce qu'ils aient une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, même en dehors de celle qui est pratiquée à l'école, qui est souvent insuffisante. Il faut compléter cette activité physique effectuée à l'école par une activité physique en dehors de ça. Et ces messages que vous donnez, qui sont très importants, doivent être donnés à la fois aux jeunes couples, aux jeunes parents, aux femmes enceintes également, parce que là, vous savez qu'il y a une explosion des cas de diabète et grossesse actuellement. Beaucoup de femmes jeunes, 25, 30 ans, qui sont enceintes, présentent ce qu'on appelle un diabète gestationnel, c'est-à-dire un diabète de la grossesse. Mais ce diabète gestationnel, c'est la porte ouverte après au diabète. Chez la femme qui est enceinte à ce moment-là, elle a un diabète gestationnel. Après, elle a des risques de devenir elle-même diabétique, hein, et l'enfant aussi à naître a des risques d'avoir un diabète. Par conséquent, vous voyez, la prévention peut se faire aussi à ce niveau-là chez les femmes enceintes. Expliquer comment l'alimentation, comment le contrôle du poids est important avant même la grossesse. Les gynécos sont parfois très sévères avec les femmes, votre poids, votre poids, votre poids. Mais c'est parce qu'ils en connaissent les conséquences. Et une fois qu'on a dépisté chez elle un diabète gestationnel, la dame devra continuer à se faire suivre régulièrement pour éviter ou en tout cas retarder le plus possible l'apparition d'un diabète chez elle. Absolument. Et l'automédication? Absolument. L'automédication et la ainsi surconsommation de médicaments à force d'avoir plusieurs médecins traitants. Certains peut-être ont plusieurs médecins traitants et mélangent des médicaments. Et tout ça, je crois, a un impact également sur les organes. Absolument. L'automédication est très mauvaise. L'automédication ne soigne personne. Les thérapeutiques traditionnelles ont des effets extrêmement dangereux sur les reins notamment, où on a beaucoup de cas d'insuffisance rénale dramatiques liés au traitement traditionnel, parce qu'il faut savoir que dans la nature, il y a beaucoup de choses qui font baisser la glycémie. Mais traiter le diabète ne se limite pas à faire baisser la glycémie. Il faut prendre en considération l'ensemble de la personne, de ses organes, et savoir quels organes on va protéger en priorité, étant donné qu'on a fait le listing de ce qui se passe dans son organisme par des analyses de sang et d'autres analyses complémentaires. Donc l'automédication, absolument, il faut s'en défaire. C'est une mauvaise idée, c'est très mauvais. On peut se connaître, discuter avec son médecin traitant. Le mélange de médicaments, c'est extrêmement dangereux aussi, parce que si on va chez un médecin, si on fait du tourisme médical, qu'on passe d'un médecin à l'autre et qu'on additionne les médicaments, on se retrouve avec des personnes qui prennent 30 médicaments par jour. Et ça, c'est toxique pour l'organisme. Donc, il faut effectivement, il est très important que les gens puissent avoir un médecin traitant, hein, à qui ils disent: vous m'avez fait ça, ça m'a pas convenu tel jour, je préférais tel autre médicament, et ils discutent, c'est une discussion. Hein. L'avis du patient est pris en considération. Il ne faut pas croire que ce que le patient dit n'influence pas le médecin. Ça l'influence, il comprend, il discute, il explique, et il trouve un terrain d'entente qui soit le meilleur traitement à ce moment-là pour ce patient-là. Voilà, un traitement adapté au patient qui est devant lui. Et il y a des moyens plus modernes aujourd'hui. Je sais qu'avant, les gens se piquaient de l'insuline. Est-ce que c'est toujours la grosse seringue pour se piquer de l'insuline, ou il y a des façons plus modernes aujourd'hui de s'injecter de l'insuline? Ça a beaucoup évolué. Il y a des stylos à insuline qui sont donc des stylos comme un stylo à encre. La cartouche, c'est pas de l'encre, c'est de l'insuline. Et la pointe, c'est une aiguille qui est extrêmement fine. Et ça ne saigne pas, hein.
Les gens ne le sentent pas. Donc il y a ces stylos-là, il y a aussi des stylos d'action lente, ralentie, c'est-à-dire qu'au lieu de s'injecter 3 fois par jour, 4 fois, 5 fois par jour, ça peut être 2 fois par jour, ça peut être une semaine avec certains types maintenant d'analogues. Donc il y a des traitements quand même, ça s'est modernisé. Je dois dire que ça s'adapte. Mais malheureusement, il y a toujours les injections, pas pour tout le monde. La plupart des gens sont au comprimé. Mais il se peut que certains aient besoin d'injections et dans ce cas, les choses ont beaucoup évolué, se sont beaucoup améliorées et surtout, ça ne fait pas mal. Très bien. En tous les cas, ce fut un échange très, très, très intéressant et j'espère, chers amis, qu'après avoir suivi cette conversation, que vous aurez moins peur du diabète si vous avez déjà été diagnostiqué, que vous saurez que c'est une maladie que vous pouvez combattre, avec laquelle vous pouvez vivre très très longtemps, à condition bien entendu de vous rapprocher des bons experts, d'avoir les bons conseils. Zora Yassine l'a dit tout à l'heure, il y a des patients aujourd'hui qui sont suivis et qui parviennent à très bien manger en évitant des calories inutiles et ça sont des choses importante à savoir pour ne pas avoir également peur d'en parler et d'avoir un suivi régulier. Voilà, prenez soin de votre santé. Merci.